D'abord et avant tout, un grand merci d'être au rendez-vous pour ce webinaire. Peu importe le fuseau horaire où vous êtes, il est tard, peu importe. Je m'appelle Morna Barnatine et je suis la directrice générale de Un enfant, une place, l'organisme national canadien de défense des services de garde d'enfants, qui est l'hôte de ce webinaire. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le webinaire est interprété afin que vous puissiez suivre en anglais ou en français. Afin de choisir votre langue, par défaut, Zoom vous offre le son original des intervenants, mais pour choisir votre langue, vous n'avez qu'à cliquer sur le globe d'interprétation qui est soit visible au bas de votre écran ou en cliquant sur les 3 points More pour faire apparaître selon votre version de Zoom. Les présentations, les diapos qui seront utilisées seront présentées en anglais, mais nous allons vous les rendre disponibles dans les 2 langues par PDF dans la bulle de clavardage. Et si vous voulez suivre en français, n'hésitez pas à ouvrir le document. Je me joins à vous à partir d'Ottawa, situé sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquine, composé de 11 Premières Nations reconnues, 9 au Québec et 1 en Ontario. Bien qu'un enfant, une place ait son siège social à Ottawa, notre organisme est actif sur toutes les terres et les eaux, cédées ou non cédées, contestées à travers l'île de la Tortue. Je vous invite à vous présenter dans la bulle de clavardage où vous pouvez partager votre propre reconnaissance du territoire. Compte tenu du temps qui nous presse, nous allons faire fi des présentations. Au cours des prochaines 60 minutes, nous vous ferons rapport sur les activités clés entreprises par garde d'enfants, maintenant dans le cadre de notre étude de 3 ans sur la croissance du système canadien d'apprentissage et de la garde d'enfants durant ces premières années. Je veux prendre quelques minutes pour vous donner un peu de contexte. Le programme a été financé en partie par le programme d'innovation et d'apprentissage d'Emploi et Développement social Canada. Le travail a également été soutenu par des centaines de personnes qui ont donné leur temps et pour participer aux nombreuses réunions et consultations tenues. Je tiens à donner reconnaissance et remercier particulièrement les personnes suivantes. Marnie Flaherty, qui durant le projet a agi comme PDG intérimaire de la Fédération canadienne des services de garde, Christopher Smith de la Fondation Mutart, Martha Friendly de l'Unité des ressources et de recherche sur la garde d'enfants de Toronto, Susan Prentice, professeure d'Off Roblin de gouvernement à l'Université du Manitoba, Sandra Menzer, consultante indépendante en garde d'enfants en Colombie-Britannique, et Christine McLean, professeure agrégée au programme d'études sur l'enfant et la jeunesse à Mount St. Vincent à Halifax. Je tiens à préciser que bien que le gouvernement du travail ait financé le projet, le travail a été réalisé indépendamment du gouvernement. Les idées, les points de vue, les opinions qui seront partagées aujourd'hui et qui ont été partagées dans nos divers rapports publiés et diffusés ne reflètent pas nécessairement les points de vue et les perspectives du gouvernement du Canada. Au cours des 3 années de ce projet, nous avons mené une gamme d'activités. Nous avons suivi les politiques d'expansion, les programmes et les progrès des gouvernements provinciaux, territoriaux à travers le pays. Nous avons examiné les approches pour l'expansion des services de garde d'enfants à but non lucratif et public dans une sélection d'autres pays. Nous avons mené des études approfondies sur l'expansion et les politiques connexes en matière de garde d'enfants dans 7 juridictions canadiennes: Terre-Neuve-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nunavut, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique.
Nous n'avons pas pu nous rendre dans toutes les juridictions au Canada, mais nous en avons retenu 7 pour bien représenter ce qui se passe à l'échelle nationale. Nous avons commandé des recherches auprès d'experts en logement pour identifier ce que le secteur de la garde d'enfants peut apprendre du secteur des organismes à but non lucratif et du logement public sur la croissance et la durabilité, ainsi que pour identifier certains exemples réussis de colocalisation des services de garde d'enfants dans des développements résidentiels. Nous avons ciblé et rapporté certains aspects supplémentaires et spécifiques de la croissance, notamment la croissance des services de garde familiaux à domicile, la conception d'établissements de garde de qualité, les constructions modulaires et l'état de la prestation publique des services de garde au Canada. Tout ce travail est rapporté de différentes façons sur notre site web, Un enfant, une place. Ce webinaire ne couvrira qu'une fraction de ce que nous avons appris au cours du projet. Alors, vous verrez dans la bulle de clavardage l'adresse de notre site web. Aujourd'hui, nous entendrons d'abord des présentations de Liz Adamson, coordonnatrice de la recherche et des politiques de Un enfant, une place, assignée au projet, et par la suite, Jane Beach, notre chef de projet. Je vais faire fi de vous présenter leur impressionnant CV. Ils sont résumés sur notre site web, mais soyez assurés que les deux sont des experts publiés en politique de garde d'enfants. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement leur travail et savez qu'elles sont des chercheurs minutieuses et réfléchis. Liz offrira un aperçu de la création spatiale réalisée jusqu'à présent dans le cadre du programme. Jane fera un rapport sur les leçons à retenir de l'expansion des secteurs à but non lucratif et des services de garde publics à travers de nos 7 études dans les juridictions. Notamment des rencontres avec les responsables provinciaux, territoriaux, municipaux et scolaires ou de district, ainsi que le ministre de l'Éducation dans le cas du Manitoba. Des groupes de discussion avec des exploitants de centres de garde d'enfants agréés et des organismes de garde familiale à domicile, y compris des exploitants commerciaux. Des rencontres avec des organisations et des gestionnaires autochtones de services de garde d'enfants, ainsi que des organismes et des opérateurs francophones. Nous avons eu des groupes de discussion avec les éducateurs de la petite enfance et des organisations. Nous avons réalisé de nombreuses visites dans des centres nouveaux ou rénovés et nous avons bien sûr rencontré des parents et des groupes de défense des droits. Je vous encourage à mettre dans la boîte de discussion vos questions, commentaires et réactions aux présentations au fur et à mesure. Après les présentations, je vais faire de mon mieux pour synthétiser vos questions ou observations et demander à Jane et Liz de bien vouloir répondre. Alors, sur ce, je cède la parole à Liz pour la toute première présentation. À toi, Liz. Merci, Mona, d'avoir présenté le projet et d'avoir tracé les grandes lignes de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vais commencer par partager la présentation. On vous répète que c'est disponible en français dans la bulle de clavardage. Alors, comme l'a indiqué Morna, je vais parler des données que nous avons étudiées et analysées. Je commence par vous indiquer la provenance des données. Dans cette présentation, on se concentre sur l'expansion de 0 à 5 ans qui ne fréquentent pas l'école. C'est un aperçu du rapport récemment publié dans la première phase du programme. Les données présentées proviennent surtout de la base de données CLAR, C-L-A-R, élaborée par David McDonald au Centre de politique. La base de données est mise à jour approximativement tous les 6 mois
Et essentiellement, elle prélève cette base de données des données dans toutes les juridictions. On fractionne les données par groupe, les poupons, les bambins, les enfants d'âge préscolaire et les enfants qui fréquentent l'école. Il y a aussi une catégorie qu'on a ajoutée pour mieux capter le préscolaire. Alors, donc, dans cette présentation, nous avons évité la présentation des places scolaires pour mieux refléter la croissance désirée. Et il y a une importante distinction en Ontario et je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, la base de données tient compte de toutes les bases qui sont agréées, les centres qui sont agréés, qu'ils soient financés ou non. Alors, c'est pertinent pour les enfants d'âge scolaire, bien que ce ne soit pas la présentation que l'on vous fasse aujourd'hui. Les données peuvent quand même être l'année à même la base de données. Je signale également que la base de données ne parle pas des 3 territoires. Elle parle seulement que des 10 provinces. On espère qu'à l'avenir, cette lacune pourra être corrigée dans la prochaine période de 6 à 12 mois. Dans la base de données, on estime la capacité des places de garde en milieu familial. Et ça, c'est moins précis dans certaines provinces. Les données qu'on vous présente dans cette présentation sont prélevées dans le ECEC, la série Canada CRRU. Les données, cependant, ne sont pas disponibles pour l'Alberta. Vous pouvez voir, ce sont les 5 éléments que je vais traiter dans mon 15 minutes. Alors, les tendances. On constate une forte croissance générale du nombre de places agréées. On a ajouté plus de 111 000 quelques places en garderie entre 2022 et 2025, soit une augmentation d'environ 16% pendant cette période de 3 ans. L'expansion s'est produite dans tous les secteurs, que ce soit le secteur à but lucratif qui a connu la croissance la plus rapide. La participation au programme est élevée, mais elle n'est pas universelle dans tous les types de les écoles et les milieux scolaires sont des endroits importants pour stimuler la croissance, surtout pour le groupe de 0 à 5 ans. Et entre 22 et 25, on a ajouté 600 environ nouveaux milieux scolaires. Le nombre de places en service de garde en milieu familial a également augmenté dans toutes les provinces et les territoires, passant de 7,9 à 8 quelques pourcents. 8,6%. La prochaine diapo vous présente un résumé rapide par groupe d'âge. Alors, partout au pays, le nombre de places agréées pour les enfants âgés de 0 à 5 par groupe d'âge a augmenté, passant de 674 000 places à un peu plus de 785 000 places. Et comme vous pouvez le constater, tous les groupes d'âge ont augmenté. Les tendances par le type de fournisseur ont été également suivies pendant cette période. Sur cette diapo, vous voyez la répartition de l'accroissement. Sur le 111 000 nouvelles places qui ont été créées, vous voyez que 66,7% ou près du 2 tiers ont été créés dans le secteur à but lucratif, le secteur BL comme on l'appelle. Et le non lucratif, le sans but lucratif, SBL, représente 32% pour sa part. Alors, ça, c'est les gains. Tout ça, c'est un gain de 2% pour le secteur BL.
La prochaine diapo vous présente la répartition par province entre 2022 et 2025, toujours. Comme vous pouvez le constater, l'échelle démontre un reflet important des tailles de population pour le nombre de places. Mais on peut également voir l'expansion du nombre des places dans les différentes juridictions. La prochaine diapo a beaucoup de numéros, alors je vais essayer de la dépouiller tranquillement afin que vous puissiez vous concentrer sur les provinces qui vous intéressent. Voilà, alors, vous voyez que le total de l'expansion pour public SBL et BL indique que l'expansion des stratégies provinciales ont inversé l'équilibre dans les différents secteurs. La table reflète les gains dans les différents secteurs. Les trois premières colonnes, justement, vous présentent les places qui ont été gagnées selon les types, que ce soit public, SBL, BL. Et vous voyez la variation nette totale, se chiffrant à 111 000. Les trois colonnes à gauche vous montrent la variation par secteur. La Nouvelle-Écosse se dégage où les places et le nombre, on a eu une augmentation sans croissance du abus lucratif. Vous pouvez voir que tout le monde se chiffre à plus de 50%. Et justement, la croissance, c'est le SBL. L'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique, toutes ces provinces ont connu la plus forte croissance dans le secteur BL. On a donc utilisé ces données pour calculer la part des différents secteurs. Je vous signale certaines provinces qui se sont distinguées dans la variation de cette période. À Terre-Neuve-Labrador, la part du SBL s'est accrue de 22 à 35 quelques pourcents. Et la part du BL a chuté d'environ 8%. Contrairement, en Alberta et en Colombie-Britannique, les parts des BL ont augmenté. En Alberta, on est passé de 69 à 74%. En Colombie-Britannique, on est passé de 60 à 64%, près de 3% d'augmentation, avec des chutes dans le secteur SBL correspondantes. On va ensuite s'attarder à la situation dans le cadre du programme. Il y a une ou deux provinces qui se distinguent. C'est pour ça que je n'ai pas présenté de statistiques, parce que c'est plus ou moins uniforme. 95% pour la plupart, sauf l'Ontario. Et le but du programme, c'était d'augmenter le nombre de places publiques agréées. Et on s'est attardé non seulement aux places agréées, mais à savoir s'il y avait eu une expansion. Dans toutes les différentes provinces, ont choisi de participer pour des raisons connexes. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de financement provincial. En Ontario, par exemple, les gestionnaires de services municipaux sont responsables de la répartition des argents et par conséquent, certains centres ne peuvent ne pas être
reconnu pour une expansion. La distinction reflète la disparité des politiques et des approches ou des objectifs des différents gouvernements des provinces. Sur la prochaine diapo, je vais parler de place en milieu scolaire et comment ça s'inscrit. Et on va se concentrer toujours entre le 0 à 5. Comme j'ai mentionné, une des raisons pour lesquelles on s'est concentré sur le 0 à 5, c'est en raison de la disponibilité de places préscolaires en 2022 et on n'a pas pu adéquatement comparer l'augmentation entre 2022 et 2025 dans les autres groupes d'âge. On est en mesure de vous dire qu'il y a environ 600 nouvelles places, 600 nouveaux sites qui offrent des places en préscolaire. La majorité sont des services qui sont dans des milieux scolaires, 72%. Et les 6 provinces en question sont Terre-Neuve, Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique. Si on considère dans un autre angle les données, 70% des nouvelles places créées dans des milieux scolaires, c'était pour des enfants d'âge scolaire. Pour le moment, faisons fi et ajoutons les autres provinces pour regarder les 10 provinces dans leur ensemble. Donc, sur cette diapo, vous pouvez constater qu'il y a eu un accroissement net d'environ 11 000 quelques places. Et 2/3 des places sont dans le secteur privé, dans le secteur à but lucratif. Mais 80% de l'accroissement se chiffre dans le SBL. Vous voyez le résumé de cette croissance. Bien que la croissance s'est concentrée dans les centres, on constate que les services en milieu de garde familiale ont également augmenté. Pour augmenter leur part totale de places, on est passé justement de 7,9% de toutes les places en 2021, une légère augmentation à 8,7% en 2025. Et je vous rappelle que ces données reviennent des données de toutes les provinces, y compris les territoires. Il faut interpréter avec prudence ces augmentations parce que les places en milieu familial peuvent être le résultat d'agréments, alors qu'autrefois, plusieurs de ces places étaient en milieu non agréé. Quelles conclusions pouvons-nous donc tirer? Il y a beaucoup de données à digérer et le rapport amplifie justement l'explication. Alors, je vous invite à consulter le site Web, mais les politiques et les priorités provinciales façonnent l'allure de la croissance. Il y a des distinctions entre les stratégies des différentes juridictions, ce qui a une incidence sur l'accroissement des places. Ces différences reflètent le modèle décentralisé au Canada et que le programme a bien des objectifs communs. Les décisions demeurent provinciales et régionales. Alors, compte tenu de l'expansion rapide entre 2022 et 2025, c'est la première étape importante pour l'expansion de places. Toutefois, l'objectif à long terme d'accroître les places abordables, équitables et de qualité nécessite un travail continu.
il faut continuer à sous-peser l'équilibre entre les places SBL, dans le domaine SBL et BL. On doit continuer à surveiller la croissance pour voir qu'on peut assurer la pérennité des places. Alors, merci. Et Jane va approfondir dans sa présentation certaines des données. Merci, Liz. Merci pour tout le beau travail que tu as réalisé sur ce projet. C'est bien apprécié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la bulle de clavardage et nous y viendrons après Jane. Alors, Jane, à toi la parole. Merci, Morna. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Je veux m'assurer que vous voyez ma présentation. Comme vous savez, oh, ça ne présente pas sur mon écran. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait dit oui? Moi, je ne les vois pas, toujours pas. Alors, prenez un bref moment là, pour vous ressaisir et les mettre à l'écran. Bon, voilà. En mode présentation, oui, on les voit. Super. Alors, merci de me l'avoir dit. Alors, allô à nouveau, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Comme vous savez tous, dans les 5 dernières années, le Canada a investi la somme la plus importante de toute l'histoire dans les services de garde. On a reçu, comme l'a dit Morna, vendredi dernier, qu'une nouvelle somme avait été accordée, même si ce n'est que pour une période de 2 ans, c'est du positif. Et comme l'a mentionné Liz, des milliers de places ont été créées et nous savons que tous les gouvernements ont mis en œuvre des efforts pour étayer le système de places de garderie. Alors, qu'avons-nous retenu pour l'expansion des places? Nous savons que dans les dernières années, nous avons examiné comment l'expansion se déroule dans les 7 juridictions et dans les différents secteurs. Et le but n'était pas d'identifier un modèle unique à privilégier. Le but, c'était de refléter ce qui se passait sur le terrain et de tirer les meilleures pratiques et les leçons. Alors, compte tenu du temps que nous avons, je ne pourrai pas parler de toutes les juridictions en détail, mais on espère que vous allez explorer les cas d'études individuels que vous trouverez sur notre site Web. Et je comprends que Morna a saisi l'adresse dans la bulle de clavardage. Alors, concentrons-nous donc sur les thèmes communs des études de cas et ce que ça reflète au sujet de l'expansion des places en garderie. Nous devons reconnaître une réussite globale. C'est que dans toutes les provinces et tous les territoires, les frais ont été réduits pour un nombre important de familles. Ça a été transformateur, mais on a quand même identifié des enjeux quant à l'équité et l'abordabilité des services. Et on y reviendra plus loin. Et j'aimerais ajouter que pendant cette période de 3 ans, on a noté que les priorités, les programmes, les investissements capitaux qui étaient là au début ont été modifiés ou n'existent plus. Alors, ça a posé bien des défis pour rester à l'affût de l'évolution de la situation partout au pays. Alors, il y a des thèmes communs qui se sont dégagés dans toutes les 7 juridictions, peu importe l'approche de la province, la stratégie, le programme lancé et le financement accordé. À la gauche de cette diapo, vous verrez les thèmes positifs et favorables qui ont été répertoriés. Alors, que ce soit l'augmentation de la rémunération de la main-d'œuvre, les régimes de retraite et des prestations d'avantages sociaux pour les travailleurs.
Dans bien des juridictions, deuxièmement, on a noté une participation accrue des instances publiques. À part de l'Ontario, où les municipalités ont des mandats pour gérer les services, on a constaté que les institutions et les instances publiques se sont investies pour mettre sur pied, développer et gérer et offrir des services, que ce soit au Nunavut ou des petites municipalités rurales ailleurs, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique. Les gouvernements, les municipalités et des entités publiques ont décidé d'assumer un rôle. Ces gens-là peuvent gérer les capitaux, assurer des terrains et assurer un accès équitable. On a vu que les juridictions qui ont des mécanismes de planification robustes sont les mieux équipées. Comme l'a mentionné Liz, on a constaté une augmentation importante du nombre de places dans tous les groupes d'âge et même ceux qui n'étaient pas financés par le biais du programme. Partout au Canada, c'est la première augmentation des places en garderie importante depuis 2012, donc 14 ans. On a également constaté que les constructions modulaires ont du potentiel pour accélérer la croissance, surtout lorsque c'est lancé sur des terrains publics. Ça n'est pas le cas dans toutes les juridictions, mais c'était à retenir là où ça avait été tenté. Toutefois, à la droite, vous verrez certains des défis qui restent et qui se posent pour le secteur des services de garde. Alors, malgré l'amélioration de la rémunération et la prestation de régime de retraite et autres, toutes les juridictions ont identifié le recrutement et la rétention comme étant un obstacle à la croissance et à la qualité. Malgré le fait qu'on a des programmes élaborés dans certaines situations, ces exploitations n'étaient pas à capacité, faute de main-d'œuvre. La capacité locale demeure en grande partie le moteur de la croissance et ce qui la détermine. Alors, en bien cas, il faut qu'il y ait un catalyseur pour lancer une demande. Les exploitants ont certains risques à assumer quand le financement n'est pas garanti. Et quand il faut investir des capitaux pour une construction, entre la présentation du projet et son approbation, nous savons, on peut mettre plusieurs mois, même des années. Et à ce moment-là, certains organismes ont dû combler l'écart. Et la croissance du secteur BL est financée par le gouvernement dans la plupart des provinces et territoires. Et nous savons que la moitié des nouvelles places ont été dans le secteur à but lucratif. Toutefois, il reste beaucoup d'enjeux liés à l'équité qui restent à être résolus. Il y a aussi une question d'équité pour ce qui est de la réduction des coûts. Bien que les coûts aient été réduits, ça n'a pas été fait uniformément dans toutes les juridictions. À l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, les enfants qui ont moins de 6 ans, mais qui sont au jardin, ces programmes-là ne sont pas financés. Dans certaines juridictions où les enfants d'âge scolaire et au jardin n'ont pas besoin d'être agréés, mais n'ont pas droit à être financés par le programme et on exige quand même le gros prix pour ces services-là. Alors, ça reste à régler. Je pense qu'une des leçons les plus importantes, c'est que la planification publique compte plus que toute autre chose et que toute autre stratégie d'expansion. Partout au pays, on a accordé des capitaux, il y a eu des PPP, il y a eu d'autres mécanismes d'expansion et bien que ce soit très utile, ce n'est aucunement un substitut pour la bonne planification. Alors, les juridictions qui ont démontré le plus grand potentiel d'expansion avaient un leadership public en place. Et les entités publiques
que ce soit les conseils scolaires, les gouvernements autochtones, les municipalités, peuvent bien identifier, identifier des terrains, coordonner la réunion de capitaux pour assurer un accès. Ce qu'on a constaté, c'est que ces éléments-là et les partenariats, la construction modulaire, les partenariats autochtones, ce ne sont pas des enjeux isolés. Tout ça, ça s'intègre dans la planification publique. Une contribution importante en Ontario pour ce qui est de l'expansion, c'est le rôle des gestionnaires de services dans les différentes municipalités. Il reste des défis, bien sûr, mais c'est un bon mécanisme pour la planification et la coordination régionale de l'offre de services. Et on démontre que l'expansion est importante quand il y a un leadership local important qui peut coordonner les efforts des partenaires et assurer une vision. En Colombie-Britannique, on a également démontré l'importance qu'ont à contribuer les groupes autochtones pour appuyer le recrutement et la rétention et assurer la diversité culturelle de l'offre de services. Dans plusieurs juridictions, ce qu'on a constaté, l'expansion demeure réactive et menée par le marché. Alors, peu de gouvernements provinciaux et territoriaux ont coordonné l'expansion. Alors, l'accès laisse à désirer parce qu'elle est fonction de la volonté des exploitants à augmenter le nombre de places. Et donc, même en Ontario, où on a des plans pour allouer des places à des gouvernements municipaux, mais comment faire pour obtenir le nombre de places, c'est laissé au bon soin des exploitants. Alors, les études ont démontré plusieurs augmentes, comment le leadership peut appuyer l'expansion. En Ontario, les conseils scolaires prennent de plus en plus de place dans l'offre de places de garde, services de garde. Les terrains, les installations publiques peuvent faciliter l'intégration dans la planification communautaire. Certains, pas tous, mais on offre des services pour les enfants d'âge scolaire. La réglementation augmente le mandat des conseils scolaires et l'intégration offre des possibilités pour la planification à long terme et l'utilisation efficace des actifs publics. À Concora, à l'île du Prince-Édouard, toute petite municipalité, je crois que c'est 388 personnes, a démontré que même une toute petite municipalité peut mettre en œuvre un programme d'offre de services en garde. Les partenariats avec les agences de logement et les propriétaires de terrain. L'initiative du Manitoba, Ready to Move, avait constaté certains défis, mais a indiqué le potentiel d'une construction modulaire pour accélérer le délai de mise en œuvre. La construction modulaire a également eu lieu en Ontario et en Colombie-Britannique, habituellement sur des terrains publics et souvent sur des terrains scolaires. Bien que ce ne soit pas nécessairement moins coûteux, ces centres peuvent être montés dans des délais plus courts. Donc, l'infrastructure publique permet et offre des possibilités à des exploitants de mettre sur pied. Toutefois, présentement, outre les mandats pour les gouvernements locaux, que ce soit des districts scolaires, une municipalité ou une autre entité, c'est vraiment laissé à l'entité locale de montrer de l'initiative et ça ne s'intègre pas dans un plan provincial ou territorial. On se fait souvent de mauvaises idées que l'expansion, c'est un but, un défi au niveau des capitaux. Les données disent tout autre chose. C'est que quand on veut créer des places, oui, il faut avoir un financement en capital adéquat, mais ça exige
un financement opérationnel, y compris la rémunération de la main-d'œuvre, et de pouvoir gérer la capacité de reconnaître que malgré le capital de lancement, on n'ouvre jamais à pleine capacité et souvent dans le financement, ce n'est pas suffisamment apprécié et le manque à gagner reste aux opérants. Les collectivités font face à des obstacles en ce qui concerne l'acquisition de terrain, les coûts des terrains, les coûts de construction en croissance, les processus d'octroi de permis complexes et la gestion de projets avec une expertise limitée. Nous avons également constaté certaines préoccupations au sujet de l'environnement physique des places. Quelques provinces et territoires ont des lignes directrices de conception, mais souvent le financement ne finance que les exigences minimales, sans tenir compte des besoins. On a vu dans nos visites des centres qui ont coûté des millions, qui avaient été mal conçus, mal montés et qui semblaient de toute évidence n'a pas avoir été conçus avec les enfants ou les éducateurs en tête. Alors, la leçon à retenir, c'est qu'il faut tenir compte de tout l'écosystème pour monter un projet. La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique ont lancé des lignes directrices assez corsées pour la construction de centres, quoique le financement laisse à désirer. S'il y a un enjeu qui a été signalé dans toutes les juridictions, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Malgré l'augmentation de la rémunération et les prestations ou les avantages sociaux, le recrutement et la rétention demeurent des enjeux. Les exploitants ont constamment signalé qu'ils avaient en tête de l'expansion, mais ne pouvaient pas opérer à capacité, justement, faute de personnel. Et bien que les problèmes de recrutement et de rétention persistent dans les collectivités rurales et éloignées, ça existe partout. Certaines juridictions ont exprimé le défi de concilier l'expansion de la main-d'œuvre avec l'offre de services en place de garde. Ultimement, la main-d'œuvre est à la base de toute expansion et sans de nouvelles recrues, on aura maille à partir pour arriver à créer les nouvelles places que l'on souhaite créer. Et ce n'est plus une question simple de salaire ou de rémunération. Il y a aussi cet enjeu d'abordabilité de logement, la formation de nouveaux arrivants et d'autres enjeux qui ne sont pas nécessairement financés par le programme ni par les provinces. Alors, à la lumière des études de cas, nous avons conclu ou pu dégager des recommandations pour la prochaine phase de croissance. Vous avez à l'écran quelques propositions. D'abord, nous devons assurer la responsabilité publique pour la planification de la croissance. Il ne semble pas y avoir de conjugaison entre la cible de place et la planification qui permettra d'y arriver. Deuxièmement, il faut assurer une surveillance étroite des dépenses d'immobilisation. Il y a eu certaines préoccupations, dans certains cas, que les coûts avaient été gonflés, souvent en raison du financement public, et que les propriétaires et les constructeurs avaient gonflé les coûts aux dépens des exploitants. On a également vu récemment dans les nouvelles qu'il y avait eu des centres publics qui n'étaient pas en mesure de défrayer les coûts. Il y a aussi ce besoin d'accroître la transparence. Trop souvent, on a de la difficulté à obtenir des renseignements au niveau du financement et de la prise de décision. On doit prioriser la croissance dans les secteurs publics et SBL, dans les territoires et dans les provinces, et ne pas préférer le secteur à but lucratif. Les deniers publics devraient appuyer justement
les services et la prestation en secteur public et SBL. Le gouvernement continue à investir dans l'infrastructure publique et c'est ce qui permettra ultimement l'expansion. Pour mettre une infrastructure sociale solide, pour conclure, nous devons mettre une stratégie de collecte de données. Alors, de ça se dégage un nombre de questions et de problèmes qui, selon nous, doivent être réglés par le gouvernement pour assurer la croissance dans les secteurs publics et SBL. D'abord, quel type de planification publique et de responsabilités partagées seraient les plus efficaces pour renforcer l'expansion dans le secteur SBL? Quelle est la meilleure façon d'assurer la qualité face à des pressions de croissance? Étant donné les pénuries de main-d'œuvre, les gouvernements devraient-ils négocier la rémunération directement avec le secteur? Aucune des échelles salariales n'ont été négociées. Est-ce que l'on devrait envisager une telle solution afin de pallier au manque de ressources? Comment peut-on encourager ou obliger les instances publiques à jouer un plus grand rôle? Parce que le succès est assuré quand on est plus investi. Finalement, de quelle façon peut-on réduire la tension entre la prestation des services de garde dans les secteurs publics et SBL? On nous a dit que certaines entités publiques avaient certains avantages étant donné la rémunération bonifiée des fonctionnaires et toute la structure existante pour appuyer les opérations. Ceci dit, si les échelles salariales étaient établies, est-ce que ça pourrait encourager les municipalités et les conseils scolaires de devenir exploitants de services de garde? À notre avis, ce sont tous des questions qui, selon nous, vont encadrer la croissance. La plus grande leçon à retenir du programme, c'est qu'on doit pas seulement se concentrer sur la cible, on doit se concentrer sur la pérennité et l'exploitation de ces places et non pas seulement de les créer. Tout ça dans le but de rendre ces places plus équitables. Alors, merci de votre écoute et on envisage de répondre à vos questions avec enthousiasme. Merci, Jane. Merci d'avoir mené ce beau projet. C'était un travail assez important. Merci. Et je tiens à te remercier pour tout l'effort. On n'a pas beaucoup de questions dans le clevardage. Il y en a qui ont été répondues, mais il y a eu une question intéressante qui a été soulevée dans le webinaire qu'on a eu à 14 heures aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on présente cette présentation. Et c'est une question qu'a posée Rita Chenuzzi. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce que vous avez appris auquel vous ne vous attendiez pas? Et Liz, toi aussi, tu pourras répondre. Jane. Il y a eu beaucoup de petites surprises dans différentes juridictions, comme au Nunavut, le défi de construire dans une communauté éloignée et la difficulté d'approvisionnement et de construire sur le permagel. De façon globale, ce qui m'a étonné, c'est que peu importe ce que faisaient les différentes juridictions, les enjeux étaient similaires. C'était pour moi la plus grande surprise. J'ai aussi été étonné de la croissance dans le secteur public. C'est encore petit, mais j'ai été étonné, surtout en Colombie-Britannique. Et même en Alberta, il y en avait plus auxquels je m'attendais. Alors, Liz, à toi. Merci, Jane. Oui, comme je l'ai mentionné, du point de vue des données, ce qui m'avait étonné, c'était le nombre de places nouvelles,
pour les enfants d'âge scolaire. On doit se rappeler que l'Ontario, c'est une très grande province. Il y a beaucoup de places et elles ne sont pas financées par le programme. Ça ne faisait pas partie de nos données, mais ça reflète un accroissement important dans les places. Bien que je n'ai pas rendu toutes les visites, quand j'ai pu participer au groupe de discussion en Ontario, ce qui m'a étonné, c'était d'entendre des exploitants dire, petits et grands, le risque financier qu'on avait assumé et les choses qu'on aurait cru être prises en charge par les gouvernements locaux ou municipaux, comme trouver des terrains. Je pense à un individu qui, elle, avait elle-même assumé un risque important. C'était pas elle qui finançait, mais comme directrice exécutive, c'est elle qui avait assumé le risque. Et ça m'avait étonné. Et j'appuie les dires de Jane quand on parle du besoin de planification globale accrue. Bon, au niveau de la main-d'œuvre, Jane, tu as dit, c'est ce qu'on a entendu partout au pays, que les défis étaient une embûche à l'expansion. Pour utiliser et bonifier la capacité existante. Un enfant, une place, on a fait un autre projet. J'ai mis le lien dans la bulle de clavardage. Alors, selon tes observations, qu'est-ce qui a réussi selon toi pour aider à contrer les défis de main-d'œuvre? Quelle a été, si tu veux, la meilleure solution? Je pense que quand on a une stratégie établie, ça fait une différence, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je pense qu'à l'île du Prince-Édouard, par exemple, il y avait une stratégie en place et ça avait donné des résultats. Je pense que d'avoir des échelles salariales bien réussies, je pense en Nouvelle-Écosse, c'est bien réussi, où on a justement une rente de retraite établie et aussi l'accès à la formation gratuite pour les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance. Les différents modèles, cet accès à la formation en milieu de travail, des gens qui travaillent peut-être déjà dans le secteur sans nécessairement les lettres de créance et de recevoir la formation, ça vient bonifier l'offre. Le mentorat et l'appui et l'intégration adéquate de nouveaux arrivants. Il y a des gens qui se font dire, bon, tu as un pouls, tu respires, voici ce qu'il te faut faire, allez hop. Et donc, quand les gens réalisent l'ampleur de la tâche, l'environnement de travail, ça fait une différence. On a vu dans les nouveaux centres que justement les salles pour réserver pour le personnel, dans un centre, il y avait une salle qui était toute petite, on pouvait y accommoder peut-être 2 personnes. Alors, c'est pas seulement une question de salaire, c'est une question d'environnement de travail pour ces personnes-là. C'est ça qui fait une différence. Mais je pense qu'il nous faut vraiment adopter une stratégie de la main-d'œuvre fédérale. Et j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur l'autre projet parce qu'il y a de belles choses là-dedans.
Une autre question, Liz? Tu pourras peut-être y répondre. Toi aussi, Jane? Est-ce qu'on a suivi où l'expansion s'est produite géographiquement? Savons-nous si l'expansion se situe dans des quartiers défavorisés? Alors, dans quelle mesure est-ce que l'expansion de l'offre reflète la dynamique des communautés? Y a-t-il une correspondance entre l'offre et la demande? On a la ventilation des données par juridiction, par type de secteur. Je peux faire un commentaire brief là-dessus, mais peut-être que je ne suis pas en mesure de répondre. Les données dans la base, disponibles dans la base de données CLAR, pourraient fractionner par code postal. Ce n'est pas quelque chose qu'on a réalisé dans cette analyse. Il faudrait, à mon avis, adopter une approche multidisciplinaire pour voir ce que font certains exploitants dans certaines régions entre l'offre et la demande, mais ce n'est pas quelque chose auquel on s'est attardé nécessairement. Et je vais référer les gens au rapport qui avait été diffusé sur CPPA la dernière. Quelques autres questions. Jane, cette question me rappelle la visite quand on s'est rendu à Waterloo, où on a rencontré avec un exploitant d'un nouveau centre qui avait en fait deux centres. Exploitant un centre dans un lieu, on l'avait invité à ouvrir un autre centre avec un financement et ça avait satisfait les exigences de la municipalité de situer un centre dans une certaine région. Mais les gens qui étaient inscrits à ce centre n'étaient pas de la communauté, justement parce qu'il n'y avait pas d'exigence quant à une quelconque zone de fréquentation. Et il n'y avait pas au centre de transport public. Et donc, c'était seulement que les familles mieux nanties qui pouvaient se permettre de se rendre au centre en auto pour aller occuper les places de garderie. Et nous savons que dans cette région-là, on doit réserver 30% des places avec des places pour les gens qui bénéficient de subventions. Je pense que les plans de direction, de croissance dirigée pour aller cibler les familles et les quartiers défavorisés, tu as raison. Il n'y a pas de données, je crois, qui révèlent qui utilise les services. Il y a des données sur le revenu des communautés dans la base de données CLAR, comme l'a dit Liz. Mais pour le moment, on n'a pas de données sur les moyens financiers des gens qui se prévalent des services de garde. Donc, c'est problématique. L'autre chose qu'on a entendu dire en Ontario, pas à Waterloo, mais du gouvernement provincial, c'est qu'il y a un nombre de centres dans le secteur BL qui sont dans des secteurs des voisinages bien nantis et qui ont opté de ne pas solliciter le financement du programme. Et ces gens-là paient cher les services pour obtenir un niveau de qualité qui n'est pas égal. Alors, nous en sommes aux 60 minutes, mais prenons 60 secondes pour répondre à cette question. Savons-nous si l'expansion des places agréées ont créé des occasions pour des familles qui n'ont pas de service? Nous n'avons pas une réponse à ça.
C'est donc dire que les familles qui n'ont pas accès aux services de garde, est-ce que c'est eux qui obtiennent les places ou pas? On n'a pas de données là-dessus et on n'a pas moyen de le savoir. Alors, nous en sommes à la fin du webinaire. Merci encore une fois à nos présentateurs. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous, d'avoir participé. Et comme j'ai dit plus tôt, nous allons partager les diapos, nous allons partager un enregistrement du webinaire et ce sera disponible sur le site web. Je vous encourage à consulter les rapports. Ils sont tous en PDF, je crois. Ça peut être partagé et diffusé. On espère que ces renseignements seront largement partagés et on espère que le gouvernement écoute et portera attention aux résultats de l'étude. Alors, merci et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.